12 Game Changers. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game ? Quand j'ai commencé à écrire le portrait de notre invité, il y a deux idées qui me sont venues immédiatement à l'esprit. La passion d'abord, mais aussi et surtout un agenda très chargé. Écoutez plutôt, elle était juriste, elle est devenue entrepreneuse, elle a créé un incubateur en ligne, elle produit des documentaires sur les entrepreneurs, elle donne des cours dans des écoles de commerce, aide des étudiants à entreprendre et kiffe l'entrepreneuriat au féminin. Bref, vous l'aurez compris, on se demande encore comment elle a trouvé du temps pour passer nous voir. Et ça aurait été dommage qu'elle ne soit pas là pour la première du 12-12, car elle est certainement la mieux placée pour répondre à la question que tout le monde se pose. Mais en fait, c'est quoi une bonne idée de business ? Christelle Sanon, bonjour. Bonjour. L'intro. Dingue, hein ? Oui, incroyable. Incroyable, oui, je sais. Bonjour Christelle. Bonjour Amel. Tu enseignes l'entrepreneuriat dans des écoles de commerce. Tu es toi-même entrepreneur. C'est quoi ta définition de l'entrepreneuriat ? Waouh. Ma définition de l'entrepreneuriat, c'est la démarche qui consiste à être vraiment acteur de sa vie, être plutôt, son propre moteur, construire ce qui correspond à ses aspirations, à ses valeurs, à ses envies, et considérer finalement le parcours professionnel comme une partie intégrante de sa vie globale, quoi. Voilà. On décorrèle moins le privé, le professionnel. C'est vraiment qui suis-je, qu'ai-je envie de faire, qu'ai-je envie d'apporter à ce monde. Et c'est quoi pour toi en fait la différence que tu vois entre ce que tu enseignes, qui est très théorique à l'université ou dans les écoles, et la pratique ? Wow. Eh bien, pour ceux qui me connaissent, ils savent que précisément mon sujet, c'est celui-là. C'est d'éviter à tout prix d'avoir une approche purement théorique, parce que l'entrepreneuriat, c'est une science de l'action. On parle d'effectuation généralement, et que ça suppose évidemment, ça peut aider d'avoir quelques connaissances académiques. Ça peut éviter de réinventer la roue, de bénéficier de l'expérience de ceux qui sont passés avant nous et qui ont révélé que certaines méthodes, certaines approches maximisaient les chances d'atteinte de certains objectifs donnés. Par contre, tout le reste est à écrire par le porteur de projet. Et donc, précisément, dans ma méthode d'enseignement, quelle que soit l'école, tu as mentionné, Amel, les écoles de commerce, mais j'interviens aussi en école d'ingénieur, par exemple, c'est un autre public. Tout le sujet, c'est de construire à partir de la personnalité du porteur de projet, ce que va être, son apprentissage, puisqu'on est à l'école et on est là quand même pour apprendre, ce que va être son apprentissage pour servir son destin. Mais est-ce qu'on peut apprendre à devenir entrepreneur dans une école ? Waouh. Je ne sais pas si je saurais répondre à cette question. Ce que je sais, c'est qu'on passe tous par l'école. On est dans un pays où on a cette chance. On passe par là. Et que je trouve que ça serait une vraie opportunité manquée que de ne pas apprendre précisément à être, comme je le disais au départ, un peu plus acteur de sa vie professionnelle. Moi, tout ce qui peut éviter à n'importe quel actif de se retrouver ou de se penser condamné que à la posture de postulation, je me propose à quelqu'un, je me fais évaluer et on me dira si je vaux quelque chose ou si je suis suffisamment bien pour être pris. C'est un paradigme qui a, ses avantages. Moi, je pourrais très bien moi-même redevenir salarié si on est au croisement d'une mission intéressante, d'une équipe passionnée, d'une rémunération incitative, ok. Mais à côté de ça, c'est pas le seul format. Et ça, je trouve que c'est enrichissant pour toute personne qui est en train d'apprendre à construire sa vie professionnelle, d'avoir cette option qui soit clairement identifiée et d'être aidé pour, si on n'avait pas suffisamment soi-même d'audace, de visibilité, de vision, d'inspiration, qu'on soit aidé pour pouvoir l'embrasser. Une autre question, en fait, comment tu te sers justement de ton expérience, toi, en tant qu'entrepreneur, pour
inculquer en fait à tes étudiants tout l'arrière-boutique en fait qu'il y a dans la vie d'un entrepreneur, parce que il y a le business plan, il y a une vision, il y a plein de choses, mais il y a surtout beaucoup de travail, il y a surtout parfois beaucoup d'obstacles, toutes ces choses-là. Comment tu arrives à leur inculquer, pas leur enseigner, mais vraiment leur transmettre? Alors déjà, je me sers beaucoup de ma propre histoire. C'est très simple, c'est là, c'est acquis, c'est connu, c'est gratuit. Et je leur explique, quand je prends mon exemple, moi je suis un produit de l'université, juriste, donc dont le métier, l'ADN de départ est la sécurisation et même une fonction support qui est là pour aider les autres. Et puis, j'ai eu tardivement, mine de rien, ce n'est qu'à 40 ans que j'ai conçu mon propre projet. J'avais déjà rejoint des organisations avant, mais là, en tant qu'associé, mais là, vraiment, être moteur. Et je leur explique que tout ça, eh bien, ça suppose un certain nombre d'étapes. Et en fait, lorsqu'ils voient un petit peu le grand écart que moi-même j'ai eu à faire en tant que femme, en tant que non-initiée, parce qu'aujourd'hui je suis fondatrice d'une start-up tech, alors que je n'ai pas ce profil tech au démarrage, que je leur explique quelles sont les ressources que j'ai été chercher, quels sont les efforts de mutation que j'ai dû opérer moi-même dans mon mindset, quelles sont les personnes dont j'ai dû m'entourer, eh bien, cette valeur d'exemple, généralement, elle suffit. Et donc, ça leur permet, eux, comme un compas, presque, j'ai envie de dire, de remesurer entre là où ils sont aujourd'hui et là où ils veulent aller. Eh bien, tiens, voilà, c'est possible. Voilà que 2, j'identifie dans ce cette enseignante dit, j'identifie des espaces, des organisations, des réseaux et des ressources qui peuvent m'aider à aller rejoindre mon objectif. Donc, la valeur de l'exemple, et on le dit aujourd'hui, ce qu'on appelle les rôles modèles, je m'apporte déjà beaucoup. Et puis après, je suis dans la décomposition, vraiment, de la démarche. Parce que ce que je reproche parfois à certaines personnes qui prennent la parole sur ces sujets, c'est de toujours rester en hauteur. C'est-à-dire, on va vous dire, il faut passer du point A au point B, il faut travailler l'idéation. Et puis, alors je vais arriver sur l'exemple du juridique. C'est un peu, en tant qu'ancienne juriste, c'est un peu un domaine que j'aime bien, mais on leur dit, tiens, il faut faire les statuts, il faut faire naître la personnalité morale de l'entreprise. Il n'y en a aucun qui sait quelles sont les étapes, comment on ordonnance chacune des actions, dans quel ordre, à quel moment on ouvre le compte en banque. Voilà. Donc vraiment, tout mon sujet, c'est d'aller dans le micro-détail, parce que c'est celui qui, le plus fortement, lève l'opacité sur la démarche entrepreneuriale. Par quoi il faut commencer ? Par s'analyser soi-même. Et là, je bascule dans la psychologie. Et ce n'était pas ce pourquoi j'étais invitée. Moi, j'invite souvent mes porteurs de projets, quels qu'ils soient, quel que soit l'âge, à faire une mind map. Donc, pour ceux qui peut-être m'entendront, ils reconnaîtront l'exercice. Qui vous êtes et posez tout sur le papier. Posez tout sur le papier parce que ce que vous allez construire, ça va devoir reposer là-dessus. Et donc, identifier et poser de manière intentionnelle une vision sur qui m'entoure, quelles sont les capacités que j'ai déjà, les expériences que j'ai déjà, qui peuvent être, qui pourront venir enrichir le projet, en tout cas le nourrir et le faire naître. Qui est-ce que je connais ? Ma tante. Avant, c'était ma tante, mais aujourd'hui, que fait-elle ? Dans quel réseau est-elle ? Parce que le réseau dans lequel elle est, il peut devenir le tien. L'expérience que tu as eue, j'ai aidé un jour. Non, en fait, tu es rentré dans une industrie. Cette industrie, elle a des codes et tu viens d'en capter quelques-uns. Et ça, en pleine conscience, de manière intentionnelle, il faut le poser. Parce que le regard que l'on a, une fois qu'on a posé cette mind map, elle permet de gagner du temps. Et moi, j'ai un exemple. On dit ça, généralement, quand on on conseille beaucoup selon des erreurs qu'on a soi-même commises. Et moi, je me souviens d'un projet où j'avais besoin de rencontrer un grand groupe, parce qu'il était un peu nécessaire au projet. Et puis, j'ai mis plusieurs mois à réaliser un jour que l'avocat de ce grand groupe, c'était un de mes proches. On dit toujours que son premier client, on le connaît, en fait. Oh oui. C'est vrai. En tout cas, ça s'est vérifié pour moi. Ouais, ça s'est vérifié pour moi. Et ça, c'est la grande chance d'avoir, de manière générale dans sa vie, de savoir choisir avec qui on évolue et d'avoir des gens qui sont capables de comprendre que parfois, on leur a donné un peu de cette expertise qu'on avait,
gratuitement, parce qu'on était déjà amis, parce qu'ils en avaient besoin, que ça nous faisait plaisir de les aider, et d'accepter ce moment où cette relation, elle devient monétisée. Et ça, c'est hyper important. Alors, tu emploies beaucoup de mots. Enfin, on sent que tu as une formation de juriste. Quand tu parles, oui, il y a objection, etc. Il y a pas. Ouais, à un moment donné, tu as employé le mot objection et tout. Enfin, c'est marrant. Ça t'a apporté quoi dans ton métier d'entrepreneuse d'avoir été d'abord juriste? Est-ce que c'est pas trop contraignant, en fait? Ça a supposé un moment de transformation, c'est sûr. Ouais, parce que, enfin, juste, je pose pas la question par hasard. C'est qu'un juriste, c'est quelqu'un qui obéit à des règles, c'est très charté, il y a des jurisprudences, des machins, des trucs. Bon, l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup plus freestyle, quoi. Est-ce que c'est pas ça le plus compliqué, c'est de passer d'un mode de fonctionnement à un autre mode de fonctionnement? Ouais. C'était dur pour moi, j'avoue. C'était dur parce que, en plus, plus on a capitalisé sur de l'expérience dans la sécurisation des projets des autres. Moi, j'ai fait ça même auprès d'intrapreneurs, j'ai envie de dire. Ma première expérience, c'était de sécuriser les lancements de projets dans un grand groupe média. Et donc, du coup, voilà. Donc ça s'est ancré en moi. Donc, quelque part, accepter d'être... borderline de temps en temps. Ouais. Exactement. Ouais. D'accepter que tout ne soit pas maîtrisé. D'accepter que sous la même casquette, il y ait différents enjeux qui s'opposent, presque, j'ai envie de dire. C'était facile pour moi en entreprise, c'était facile pour moi en tant que juriste. L'opérationnel ou le porteur de projet, lui, il a une ambition. Et moi, je dois le sécuriser. Et donc, mon enjeu, il est simple. Et je peux me mettre 100% là-dessus. Là, tout d'un coup, il faut sécuriser parce qu'il ne s'agirait pas de couler pour une broutille, mais en même temps, il faut prendre des risques. Et donc ça, c'était pas simple. Mais, je crois que j'ai peut-être quand même moins eu à lutter qu'un juriste pur et dur, parce que dès cette expérience de juriste pur, j'ai découvert que j'étais déviante. Je suis déviante. J'adore. Ah ouais, mais j'ai fait un mémoire là-dessus. J'ai fait un bouquin là-dessus, sur la déviance positive. Okay. Cette notion de sociologie qui a été reprise par les sciences du management et qui désigne précisément les collaborateurs qui sont capables d'apporter l'innovation en entreprise. Donc j'étais employé en tant que juriste, mais j'avais plein d'idées. J'avais envie de leur dire, au-delà d'avoir sécurisé ce pourquoi on était venu me voir, j'avais envie de dire, mais la couleur, le logo, mais pourquoi tu n'invites pas un tel? Pourquoi on ne fait pas comme ça? Et finalement, mon avenir, il est venu d'une frustration. C'est qu'on n'écoutait pas ce que je disais en dehors du droit. On m'écoutait pour mon expertise. Pour le reste, on ne m'a pas entendu. Et ça m'a gratté tellement que j'ai dit, bon, allez, il faut que je me retrouve dans un autre contexte pour être autorisé à penser le tout. Du coup, j'y suis. Très bien. Eh bien, là où nous sommes à l'heure qu'il est, c'est un moment toujours très important. C'est les questions de celles et ceux qui nous regardent. Et il y en a beaucoup. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Alors Christelle, la première question, quel a été votre déclic pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? Arrêtez d'être juriste. Je vais un peu d'y répondre, effectivement. La déviance, comment tu as dit? La déviance positive. La déviance positive. Ouais. Ah, c'est beau, ça. J'adore ces alliances de mots comme ça, un truc complètement... Oui, surtout qu'au départ, la déviance, ça désigne les criminels. Bah ouais, c'est pour ça, la déviance positive, ça rassure. Quoi. Ça rassure. Je suis un déviant positif. Voilà. Alors moi, j'ai posé le diagnostic, je me souviens très bien, et ça m'a beaucoup aidé. Alors, j'avais commencé avant, même finalement, de me lancer, même en étant salarié, parce que justement, j'avais ces velléités de faire plein d'autres choses, là, de ma mission. Je me suis, dès 2008, alors que j'ai quitté Lagardère fin 2012, dès 2008, j'étais bénévole de la Fondation L, qui est une fondation du groupe Lagardère, qui promeut l'indépendance des femmes, beaucoup de sujets. Et je m'étais engagée auprès de la Fondation dans les différentes activités, et notamment auprès de l'ADI, qui est un acteur du microcrédit. Et je faisais déjà, en tant que salarié, de l'accompagnement à la création d'entreprises dans des quartiers où il y avait des personnes qui n'étaient pas nécessairement prédisposées. Et là, j'ai vraiment pris goût. J'ai vu comment on passe, cette fois, pour de vrai, de 0 à 1. Parce que dans un groupe, on arrive, c'est un peu facile. Ouais, c'est tranquille. Il y a l'argent, il y a plein de gens qui ont déjà pensé plein de choses. Les fonctions support. Alors j'en étais une, mais il y en a plein d'autres.
mine de rien, c'est facile. Et comme j'ai un peu le goût du challenge, je me suis dit, mais attends, ok, donc je vois ces gens qui sont seuls, dehors, sans le budget. Et ça doit être sacrément compliqué. Parce que, voilà, on a eu, même en grand groupe, on a des échecs. Je n'imagine pas ce que c'est. Voilà. Et puis après, dans ma vie personnelle, j'ai eu effectivement aussi à vivre cette expérience aux côtés de la personne qui partageait ma vie à ce moment-là, de voir, ok, de 0 à 1, comment on fait. Et ça m'a plu. Alors, on parle toujours de cette prédisposition justement qu'ont les entrepreneurs. Et est-ce que ça ne s'oppose pas justement avec ce que tu fais dans les écoles de commerce, c'est-à-dire vouloir enseigner l'entrepreneuriat, alors qu'on voit que tous les entrepreneurs qu'on interroge nous parlent de cette prédisposition, même quand ils étaient salariés? Je pense que c'est peut-être, ça serait un petit peu manquer de générosité que de s'imaginer que certains seraient privés de ce potentiel d'aller chercher leurs rêves. C'est ça le sujet, en réalité, pour moi, à mon niveau. C'est de se dire, en réalité, tout le monde rêve un peu de la même chose. J'aimerais être bien, j'aimerais avoir un travail qui m'épanouit, j'aimerais avoir une vie qui soit alignée avec mes valeurs. Enfin, je veux dire, c'est ça le sujet. Et donc, il se trouve que, à mon sens, l'entrepreneuriat, c'est un peu une voie privilégiée pour toucher cet objectif. Donc, se dire après qu'il faut une prédisposition, la nature, la vie va faire la sélection naturelle, à mon sens. Par contre, offrir cette option à tout le monde, déjà, ça, c'est quelque chose dans lequel je crois. Deuxièmement, on a de cesse, moi j'ai toute ma famille qui habite aux États-Unis, à Boston précisément, on a de cesse de comparer, de moins en moins peut-être, et tant mieux, mais on a de cesse de comparer la France, les Français, à la culture anglo-saxonne américaine. Et ce qu'on remarque, en tout cas moi ce que je remarque, c'est que le système éducatif américain, dès le début, très tôt, il pose les jalons de cette approche de la vie, de ce paradigme-là. Et donc, c'est dire, eh bien, c'est comme tout, quand on distille assez tôt auprès d'esprits qui sont en construction, eh bien, on élargit le champ des possibles. Je vois pas pourquoi tout d'un coup, il faudrait revenir et se dire, ah ben, il y en a... Ben oui, mais ça, c'est comme dans la postulation. Tout le monde, et malheureusement encore beaucoup trop de gens, ne sont préparés que pour postuler. Et pourtant, il y en a qui ne sont pas pris. On est d'accord. Bon, on a un taux de chômage. Voilà. C'est pas pour autant qu'on se repose la question de savoir est-ce qu'il faut arrêter de former les gens pour être pris dans des boulots. Donc, vraiment, c'est une question que je ne me pose pas. Et du coup, parce que c'est une question qu'on nous pose, quelles sont les principales compétences et qualités que tu recherches chez les personnes que tu accompagnes? Est-ce qu'il y a une espèce de template, en fait, de l'entrepreneuse ou de l'entrepreneur? Alors, j'ai quand même envie de revenir sur un mot. Qu'est-ce que je recherche chez les gens? Déjà, je ne fais pas de sélection, du coup. Les gens arrivent, et c'est ça aussi, je pense, qui est important. Je suis en train de réaliser un documentaire, justement, et j'entends beaucoup de gens, c'était ma pensée, mais j'entends beaucoup de gens, et ça me fait du bien, reprendre ça, c'est de se dire que quand on enseigne, quand on accompagne, le professionnel doit partir de la personne. C'est pas l'inverse. Du coup, moi, je cherche rien. Ça, c'est la première chose. Et après, j'ai envie de dire l'écoute. Est-ce qu'on est en face de quelqu'un qui entend, qui écoute, qui perçoit? J'ai presque envie de revenir à la question des sens, parce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout... Alors, il y a quelqu'un qui parlait de ça avant moi, j'étais ravie, j'ai écouté ça tout à l'heure, mais c'est avant tout une question de sens. De bon sens. De bon sens et de sens. C'est qu'est-ce que moi, quelle est l'idée qui me paraît mériter que je m'engage et que j'aille proposer quelque chose au monde. Quels sont les gens finalement, auprès desquels je peux trouver des qualités suffisamment intéressantes pour les associer et en confiance dans mon projet. Donc je pense que ça, c'est la question des sens ouverts, c'est un dénominateur commun chez les entrepreneurs. C'est des gens qui savent voir qui sont ceux qui sont en face d'eux, quelles sont les possibilités de connexion, voilà, les opportunités, c'est vraiment l'observation et l'ouverture. Si on est je ne crois pas dès le début, je ne pense pas, il y a peu de possibles. Mais en fait, il n'y a pas de qualité, il y a un état d'esprit. Il y a une qualité, c'est l'adaptabilité, la malléabilité. Donc voilà, c'est un état d'esprit, je suis d'accord. Est-ce que parce que c'est une danse qui va se faire, personne ne sait, Amel parlait du business plan tout à l'heure,
qui sait qui va s'exécuter? Oui, personne. Voilà, personne. Voilà. Ouais. Et je dirais même que l'histoire raconte que jamais ces gens-là ne sont exécutés. Pire encore. Donc du coup, quel est ton degré, de perméabilité finalement à ce qui va se passer? Ça, c'est vraiment voilà. Alors, une autre question qui nous est posée. Penses-tu que les femmes rencontrent davantage de freins lorsqu'elles souhaitent entreprendre? J'ai piscine. Oh oui, 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 oui. Oui, j'ai plein d'idées qui se bousculent, c'est terrible. Elles rencontrent des freins parce qu'elles sont moins encouragées déjà dès le départ. Donc ça, c'est Par qui? Par qui? Par leur famille, leur environnement immédiat, par les écoles, sans que ce soit une volonté. Hein. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de c'est juste des choses une culture, ça repose sur des traditions. Donc avant que ça change, il faut qu'il y ait des gens qui s'attaquent à ces faits-là, déjà qu'on les démontre. Voilà. Donc dans cet exercice de démonstration, j'ai envie de dire que il y a effectivement le mindset de s'autoriser à s'intéresser, à aller investir et surinvestir un espace qui ne soit pas celui de la famille, un espace qui ne soit pas celui qui apporte l'assurance d'un revenu, parce que si tu n'es pas à la maison, à tout le moins, en tant que bon membre de famille, même quand on n'a pas d'enfant, eh bien à tout le moins, il faut au moins assurer un revenu. Et là, tout d'un coup, non seulement on va se surinvestir dans une activité, mais en plus, on ne sait pas combien elle va rapporter. Et là, comment veux-tu être une bonne épouse? Comment veux-tu être une bonne mère? Donc ça, cette question du mindset. Question de l'argent, l'éducation financière. Compliqué. Je veux dire, même l'éducation aux mathématiques, c'est compliqué. Alors imaginez l'éducation financière, c'est quasiment un gros mot. Donc évidemment que pour les femmes, appréhender les notions de prévisionnel, de planification, de gestion de trésorerie, ce sont des choses qui sont loin généralement des enseignements qu'on reçoit. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, je suis en train de vous pitcher un petit peu la méthode de coaching que j'applique à ces femmes. Troisième chose, je crois qu'il y a ce sujet de l'interaction avec ceux qui occupent les salles du business et qui sont les hommes. Voilà. Pourquoi tu me regardes? J'ai rien fait. Il me semblait que, mais non, et qui sont des alliés et dont on doit faire des alliés. Et donc je me dis, on a fait le constat effectivement que les portes, encore beaucoup trop de portes nous sont fermées, ok, mais comment on peut faire pour aller construire les ponts qui vont nous permettre d'y rentrer? Comment on peut engager les quelques hommes, ils sont peut-être pas tous prédisposés pour l'instant, parce que sinon ça se saurait, ok, mais en tout cas ceux qui sont bien intentionnés pour nous accompagner, pour faire partie de notre process d'évolution. Et je parle pas d'être forcément mentoré, hein. On n'a pas besoin d'un chaperon. Je parle de femmes qui sont qui sont autonomes, qui sont actives, qui sont proactives même, et moteurs de leur carrière, mais qui veulent rentrer dans des pièces aujourd'hui où on n'est pas encore admise. Donc voilà. Est-ce que c'est typiquement français? Alors toi qui as une culture américaine, de ce que j'entends. C'est quelque chose qui est assez partagé dans le monde. C'est assez partagé dans le monde. Malheureusement. Ouais, il n'y a pas une société qui donne plus de... je ne sais pas comment on va appeler ça, de liberté, d'autonomie aux femmes. Alors, il y a des sociétés matriarcales. Je parle pour entreprendre. Hein. Ouais. Il y a des sociétés matriarcales qui donnent la part belle aux femmes dans le business, mais alors ce sont des business qui sont à hauteur traditionnelle. Je ne saurais pas citer précisément ce pays d'Afrique, mais en tout cas, effectivement, il y a des cultures où, par nature, la femme va travailler, elle subvient aux besoins, et ça ne pose pas de questions. Voilà. Et curieusement, ces cultures dont on pourrait avec lesquelles, quand on se compare à elles, on pourrait trouver que nous relevons de la modernité et pas elles, et bien là, pour le coup, là-dessus, elles ont peut-être une petite longueur d'avance sur nous. Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu depuis qu'on a commencé, depuis midi. Hein. On l'avait déjà, moi je l'avais déjà entendu la dernière fois quand on avait fait le premier test du 12-12 Game Changer. Qu'est-ce qui bloque en fait? C'est nous? Nous qui? Nous les hommes? Nous, ouais. Non, je pense que tous les processus d'évolution prennent du temps. Je ne dirais pas que c'est bloqué, je dirais que ça prend du temps. Alors après, je suis d'une nature hyper optimiste et que j'aime pas buter longtemps sur les problèmes. Sinon, faire des constats,
c'est nécessaire, mais enfin, je veux dire, le constat, personne n'a eu besoin de moi pour le faire. Donc, du coup, maintenant qu'il est fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà, je suis plutôt adepte de l'idée que chacun doit prendre dans son environnement immédiat la part d'action qu'il peut relever. Je rencontrais un fonds d'investissement l'autre jour, qui est un fonds qui s'appelle Win Equity et qui investit. Donc, je les avais choisis parce que je suis en train de réaliser un documentaire. Je les avais choisis parce que je me disais, voilà, un fonds féminin, un fonds qui va apporter le capital aux femmes. Et puis quand je les rencontre, elles se sont empressées de déconstruire ce que je m'étais représenté au départ en me disant, mais nous, on n'investit pas dans les boîtes de femmes. Ah bon, mince. On investit dans des bons projets. Pas loin. Et donc là, j'ai surprise. Et elle me dit, non, nous, on investit dans la performance. Et il se trouve que la performance, il a été démontré qu'elle se trouvait davantage dans les équipes mixtes. Donc effectivement, ça suppose l'existence, la présence d'une femme, mais voilà, ce n'est pas « j'investis dans un fonds féminin », j'investis dans la performance. Et j'ai trouvé que c'était hyper fin parce que elle pourrait être décriée sur « ah bah tiens, encore une démarche féministe », voilà, pour ceux que à qui ça pourrait déplaire. Eh bien là, je trouve que c'est le genre d'approche qui m'intéresse. Non seulement on est dans l'action, deuxièmement, on apporte un moyen à la résolution du problème qu'on a identifié, et troisièmement, on ne se contente pas de dire « je veux équilibrer » ou « je suis dans le social ». Non, en plus, je m'autorise à aller chercher le meilleur de la performance. Ouais, bien sûr. Ouais. J'adore. Ouais. Pour finir, j'aimerais que tu répondes à la question qu'on posait au tout début. C'est quoi un bon business? Oh là là. Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Est-ce qu'on parle de performance? Est-ce qu'un bon business, c'est un business qui performe? Est-ce que c'est un business qui apporte plein de choses au monde? Est-ce que c'est un business qui fait la part belle à l'égalité homme-femme? Est-ce que c'est quoi un bon business? Quand j'ai commencé en disant qu'on doit partir du profil de la personnalité de l'entrepreneur, ça suppose nécessairement que ma réponse à cette question soit plurielle. Il n'y a pas un bon business. Il y a des business qui ont du sens. Moi, pour prendre mon exemple, j'ai très tardivement embrassé l'objectif financier. Voilà. Ouais. Parce que je me suis dit, tiens, pourquoi? Et que j'ai travaillé moi-même sur mon mindset. Et voilà. Mais spontanément, j'aurais dit déjà un business qui nous permet de vivre la vie qu'on a envie. Voilà. Et donc, ça suppose évidemment aussi la part financière. Parce que vivre aujourd'hui, il se trouve que ça suppose un peu de moyens. Un peu d'argent. Voilà. Et après, en réalité, ce qu'on est en train de se poser comme question, là, c'est le curseur financier. Parce que l'impact, faire du bien... évidemment, mais on peut aussi ne pas être intéressé par faire du bien. On peut aussi avoir envie de vendre des sucettes, voilà, parce que je les achète pas cher et je peux faire une grosse marge dessus. Et c'est bien aussi, en réalité. Voilà. Et après, on peut décider de ce qu'on fait avec son argent. Donc, du coup, j'ai l'impression que le vrai curseur derrière cette question, c'est où est-ce qu'on place l'objectif financier. Et ça, vraiment, c'est... voilà. Juste, on ne le place pas en dessous de 0. Bon, Christelle, merci d'être passée nous voir. Ouais, c'était un plaisir. C'était vraiment passionnant. On aurait pu continuer à discuter avec toi encore très, 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 très longtemps. Tu reviens quand tu veux. Je pense que tu reviendras. De toute façon, quelque chose me dit que tu reviendras. En tout cas, merci. Et encore bravo pour l'ensemble de ton œuvre. Le 12-12 Game Changer.